amoureux du génie des mots, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Souffleur d'Histoire. Notre souffleur d'histoire cette semaine, c'est Jean-Marie Rouard. Bonjour Jean-Marie Rouard. Bonjour. Voilà, vous êtes venu nous présenter votre dernier écrit, Ils voyagèrent vers des pays perdus. C'est un hommage rendu à Charles de Gaulle lors de l'anniversaire de son 50e anniversaire de sa disparition. Vous avez voulu nous tracer une épopée. Et le pitch de votre histoire, c'est qu'on est en 1942 et Pétain décide non plus de s'allier aux Allemands mais aux Américains, ce qui fiche en l'air finalement tout le fonds de commerce de la politique de Gaulle. Je ne dirais pas que c'est un hommage au général de Gaulle. Même si moi-même je suis gaulliste, mais j'ai essayé au contraire de revenir sur cette vision très manichéenne que nous avons en France entre, disons, à la fois De Gaulle et Vichy. C'est beaucoup plus complexe. Donc j'ai voulu écrire un livre à la fois amusant, picaresque, burlesque par certains aspects, et en même temps rendre un peu le lecteur intelligent, c'est-à-dire lui raconter les choses qui étaient réelles, même si le point de départ, c'est en effet le fait que le maréchal Pétain, comme le lui demandait Roosevelt, ça c'est exact, eh bien, débarque à Alger au moment du débarquement des Américains. Et à ce moment-là, ça change bien sûr l'histoire de France, parce que devient De Gaulle? Que devient De Gaulle? Et c'était son obsession lui-même. Il se disait, qu'est-ce que je serais devenu? Parce qu'il y aurait eu à ce moment-là une sorte de réconciliation des Français que De Gaulle ne souhaitait pas, parce que De Gaulle avait fait toute sa politique, c'était contre Vichy. Vous montrez que c'est plus complexe effectivement que ce qu'on nous enseigne, puisque vous dites même que le général de Gaulle est triste de voir que le maréchal Pétain a tourné de cette manière-là. Comment est-ce que vous pensez que le général de Gaulle aurait accueilli votre roman? Vous dites que c'était un homme dur, un homme... méchant. Oui, je ne sais pas le dire, mais... Non, mais vous savez, est-ce que Richelieu était un brave garçon? Non, Richelieu était, à bien des aspects, si vous voulez, par bien des aspects, c'était un homme brutal. De Gaulle est un homme brutal. On l'a vu plus tard, au moment de l'affaire d'Arquis, il a abandonné 100 000 personnes à la mort. Donc, comment est-ce que De Gaulle aurait vu mon livre? Je crois que De Gaulle, qui était très intelligent, et a une culture faramineuse, je crois qu'il aurait été sensible à ce que je dégage de sa personne, c'est-à-dire le mystique. C'est-à-dire un homme qui a une idée de la France mystique, comme Jeanne d'Arc. Mais l'ennui, c'est que, c'est tout le problème avec Pétain, c'est comme si Jeanne d'Arc avait essayé de se faire couronner à la place de Charles VII. Charles VII n'aurait pas été très content, mais c'est ce qui s'est passé avec Pétain. C'est-à-dire que Pétain aurait tout à fait accepté qu'il joue les Jeanne d'Arc à Londres. Mais ce qu'il acceptait moins, c'est une querelle de légitimité. Voilà. Il se considérait plus légitime alors que le gouvernement légitime et légal, c'était celui de Pétain. Même si on peut dire qu'il y avait une légitimité morale. Mais ça, c'est très discutable. Alors, vous écrivez dans votre livre, le général était très peu sentimental, le sacrifice de ces hommes et de ces femmes qui se faisaient tuer pour un idéal l'émouvait, mais ce sentiment était contrebalancé par l'agacement qu'il éprouvait souvent devant leur insoumission de tête brûlée, leur division, les ferments d'anarchie qu'il décelait chez un grand nombre d'entre eux. Le romantisme juvénile de ces électrons libres l'irritait. Il les regardait parfois comme un père ombrageux, comme il observe les tracasseries d'enfants turbulents. Les militaires de carrière, eux, plus raisonnables et expérimentés, comme le commandant Laco, initiateur du réseau Alliance, ne trouvaient pas plus grâce à ses yeux. Il les soupçonnait de vouloir se mettre à leur compte, tout en ayant des accointances malsaines avec le service secret anglais. Donc vous retracez le portrait d'un homme très dur, et puis en même temps, ce même homme, vous lui faites dire lors d'une parabole que finalement, celui qui veut le pouvoir n'est jamais capable de renoncer à rien. Et le général de Gaulle dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Tu sais, ces épines que je porte et qui blessent souvent les autres, croyez-vous qu'elles ne me blessent pas elles aussi? Oui, je crois qu'il a vécu son rôle comme un véritable sacerdoce. Parce que c'était très douloureux, mais disons, au lieu d'essayer d'arrondir les angles,
Au contraire, il a laissé les angles faire du mal. Voilà, c'est ça qui est terrible. On le voit au moment de l'épuration. Cette épuration a été effroyable en France. Bon. Et il faut bien reconnaître que beaucoup de gens, comme François Mauriac, qui étaient favorables à De Gaulle, ont trouvé que ça avait été très dur. Bon, je ne parle pas des gens qui ont été fusillés, mais il y a eu énormément de gens qui ont été, comme le maréchal, comme le général Végan. Vous voyez que le général Végan, il n'y a aucune raison de le passer en jugement, alors que c'est un homme qui revenait d'un camp de concentration. Donc, si vous voulez, cette dureté de Gaulle, ce caractère impitoyable, à mon avis, il aurait pu être, c'est ce que d'ailleurs disait Raymond Aron. Raymond Aron aurait souhaité un De Gaulle plus modéré. Voilà. Mais c'était peut-être pas possible. Voilà. C'est son personnage. Mais enfin, il y a de l'ascétisme chez cet homme. Est-ce que c'est ça aussi qui lui a permis de mener la France jusqu'à la libération, enfin avec d'autres facteurs évidemment, mais... Oui, bien sûr, mais dans ses rapports vers Churchill, par exemple, très souvent, il a été, même si Churchill, alors il y aurait beaucoup à dire sur l'attitude des Anglais qui ont un peu essayé souvent de torpiller la France libre, enfin bon. Mais je pense qu'il aurait pu être plus modéré, qu'il aurait pu essayer, mais enfin, c'est pas le but, vous savez, ce qu'il y a de merveilleux dans un roman, c'est que ça permet de montrer l'ambiguïté des personnages. Et leur contradiction, de montrer qu'ils ne sont pas tous d'une pièce. Et de la même façon, sur une période, le roman permet de montrer les évolutions des personnages. Parce que chaque personnage, vous savez, je vous ai cité l'exemple de Mauriac, eh bien, qui est gaulliste, mais au début, en 40, il est pétiniste, comme Paul Claudel. Donc, ce sont des gens qui ont une évolution selon les circonstances. Les circonstances changent beaucoup de choses, vous savez. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de faire ce que les gens ne font pas, notamment l'historien américain Paxton, qui est très sévère sur la France, et c'est la contextualisation. Et moi, j'ai beaucoup parlé avec des grands résistants français, et notamment celui que j'ai le mieux connu, c'est François Mitterrand, et j'ai beaucoup parlé de cette époque avec lui, et il me disait une chose très juste. Il me disait, l'opposition n'est pas entre gaullistes et vichysois, elle est aujourd'hui entre ceux qui ont connu cette période et ceux qui ne l'ont pas connue. Voilà. Parce que ceux qui ont connu cette période se rendent compte que c'était très compliqué. Dans le dit aussi, De Gaulle dit il y a les hommes de terrain, et puis il y a ceux qui font de la littérature, qui ont des idées, et ceux-là resteront toujours dans les livres et ne sont pas assez sur le terrain. Il en critique, il critique certains hommes de ça. Est-ce que vous pensez que de la même manière, ceux qui n'ont pas aujourd'hui été sur le terrain de la guerre ou de cette époque-là ont un regard faussé ? Moi, je pense que ça devait être très dur d'être à cette époque-là. J'ai d'ailleurs écrit un autre roman, en longtemps, en 1983, qui s'appelait Avant-guerre, où j'avais imaginé une génération et ce qu'ils auraient fait s'ils avaient eu 20 ans en 40. Et c'est très très difficile. C'est très difficile parce que maintenant c'est très facile, tout le monde aurait été gaulliste, enfin. Mais moi qui ai l'avantage et l'inconvénient, parce que ça veut dire que je suis un peu âgé, d'avoir connu l'époque où De Gaulle était au pouvoir, parce que j'étais journaliste en 67, il était haï, détesté, les gens voulaient le tuer. Et maintenant, on en fait la Vierge Marie, vous voyez, c'est un peu comique, et c'est un peu contre ça. Je crois que les grands hommes, il ne faut pas les statuifier, il faut leur regarder leur caractère un peu, disons, aberrant. C'est pas un homme simple, c'est un homme très compliqué, mais en même temps, s'il a cette sorte de mépris pour les hommes, pour tous les hommes, même les gens qui sont avec lui, en même temps c'est un fou de littérature. Voilà. C'est un fou de littérature et je montre dans le livre qu'il... Rien ne peut le troubler. Quand il est vraiment troublé, c'est qu'il laisse tomber son livre. Voilà. Les romans de Treton. Et en même temps, il veut faire un pèlerinage à Yasnaya Polana pour voir Tolstoï, oui. Voir la maison de Tolstoï. Et il a vis-à-vis de la littérature, cet homme orgueilleux, une forme de modestie. Et ça c'est vrai parce que j'ai très bien connu Marcel Julien, qui était son éditeur de l'éditure de ses mémoires, et il me racontait à quel point De Gaulle était très inquiet de son jugement sur les mémoires. Mais il avait une grande modestie en matière littéraire, et puis par ailleurs, il avait de l'orgueil, mais parce que simplement il se prenait pour la France. Voilà.
Et c'est à la fois un avantage, mais quelquefois c'est un inconvénient. Alors, Jean-Marie Roire, parlons un petit peu de vous. Au-delà de ce livre, donc, vous êtes écrivain, vous êtes académicien de l'Académie française. Vous nous parlez de la page blanche ici, en nous parlant d'un personnage, Stanislas, en nous disant qu'il essayait d'écrire, mais les mots ne venaient pas. Et voilà maintenant qu'il connaissait la même panne, le stylo à la main, comme s'il était condamné à l'inexistence. Est-ce que ça vous arrive à vous, Jean-Marie Roire, d'avoir ce piège, ce frein de la page blanche? Bien sûr, vous savez, moi je suis un rescapé du néant sur le plan littéraire. Pendant très longtemps, j'ai voulu écrire. À l'âge de 20 ans, j'avais écrit un premier roman qui a été refusé par 13 éditeurs. Et entre 20 et 30 ans, j'essayais d'écrire, j'y arrivais pas. J'allais dans un monastère à Samos, je me souviens, le Spidiani, et j'essayais d'écrire et ça ne marchait pas. Donc j'étais vraiment désespéré. Donc ça m'est énormément, ça m'est arrivé. Et encore parfois, quand je me dis je vais commencer un livre, puis rien ne vient, et puis finalement j'écris un autre livre que celui que je pensais écrire. Tout ça se passe dans l'inconscient. C'est très mystérieux. Je crois d'ailleurs que quand on se met à écrire, le livre est déjà écrit complètement dans l'inconscient. Et nous ne savons pas ce qui va apparaître. Il y a une... La plume est l'instrument relais. Voilà. Et il y a une phrase de Paul Valéry que j'adore. Il dit « Un écrivain véritable ne trouve pas ses mots. Alors il les cherche et il trouve mieux. » Je trouve que c'est exactement l'acte d'écrire, c'est ça. C'est quelque chose au fond de l'inconscient qu'on trouve et qui est meilleur que soi-même. C'est ciselé un petit peu dans la matière. Écoutez, alors je crois que l'effort artistique, c'est un écrivain, enfin, en tout cas moi, la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont des bêtises. Donc il est obligé de faire un effort pour arriver à ce que j'appellerais l'art. L'art, c'est cette stylisation de la vie qui est en même temps la simplicité, mais qui est un approfondissement. Voilà. Et ce que le lecteur espère, c'est que tout est très complexe. L'amour est très complexe. Les questions du pouvoir sont très complexes. Toute la vie est très complexe. Nos rapports même avec nos parents, avec nos enfants. Mais ce que le lecteur cherche, c'est une simplification et une stylisation. C'est-à-dire par le style, par la magie du style, c'est à la fois éclaircir ces sentiments extrêmement complexes et en même temps leur donner de la beauté et une forme d'éternité. Vous oscillez entre la légèreté et la profondeur. Vous étiez grand ami de Jean d'Ormesson, qui avait toujours le sourire aux lèvres, quelque chose d'assez léger. Et en même temps, il y a une recherche aussi, j'ai l'impression, peut-être pas de mysticisme, mais il y a quelque chose de très profond. Et vous en parlez notamment lors de deux personnages qui ont eu des moments difficiles dans leur vie, et vous dites « Elles se sentaient belles, jeunes, allumant le désir de tous les hommes, assez légères, mais surtout ayant connu l'une et l'autre l'expérience rare de la mort, une expérience dont elles ne pouvaient transmettre à personne l'indicible secret. » Il y a un mariage des deux, j'ai l'impression, chez vous, une recherche de légèreté en même temps. Vous avez tout à fait raison. Enfin, moi, je suis à la fois léger et désespéré. Je suis à la fois quelqu'un dans la vie d'assez souriant. Quand je me mets à écrire, je me sens relié à tous ces grands écrivains que j'ai aimés, à Chateaubriand, à Balzac, et qui ont tous beaucoup souffert d'ailleurs, et à Jean d'Ormesson. Et vous voyez, Jean d'Ormesson, il est toujours près de moi. Je continue, il est beau être mort depuis 3 ans, et bien que très souvent, parce que nous avions tellement d'échanges amusants, parce que nous avons ri ensemble à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer, mais il est toujours là, il est toujours présent, et c'est pour ça que je lui ai dédié ce livre, parce que je crois que c'est il y a un peu de sa fantaisie, enfin voilà. Parce que d'habitude j'écris des livres peut-être plus romantiques, et puis là je me suis lâché, je me suis dit tiens je veux m'amuser, mais je garde cette espèce de, disons, la métaphysique n'est pas loin, même si elle n'est pas perceptible, je ne veux pas embêter le lecteur, mais sont sous-jacents surtout une interrogation sur l'histoire. Et là, mon modèle, c'est Napoléon, qui a dit une phrase que je médite sans cesse quand j'écris des livres d'histoire. Là, l'histoire, c'est un mensonge qu'on ne conteste plus. Et ça, j'y crois profondément. Je crois que nous réinventons l'histoire parce que l'homme a besoin de mythes. Il a besoin de mythifier
Et en même temps, il a besoin de vérité. Comme dans l'amour. Dans l'amour, vous avez remarqué, on voit quelqu'un, on l'aime, on a la folie, on lui prête toutes les qualités. Puis en même temps, on se dit, est-ce que par hasard, il ne me tromperait pas? Non, on a besoin de vérité. On a besoin de mythifier et de vérité. Eh bien, en histoire, c'est pareil. Jean-Marie Loire, merci beaucoup d'être venu avec nous pour nous présenter votre dernier ouvrage. Il voyagea vers des pays perdus, c'est paru aux éditions Albin Michel. Si vous, dans cette période de confinement, on ne peut pas être plus qu'à 4, eh bien vous avez envie de rencontrer Mademoiselle de Méribel, Stanislas, tant d'autres, vous savez, qui accompagnent Jean d'Ormesson, non pas Jean d'Ormesson, mais le général de Gaulle dans sa grande traversée sur ce paquebot qu'il a remis à flot pour aller retrouver Staline. Voilà, en Russie, vous allez être emmené avec les troïkas, la glace, le feu dans les steppes, toute une série d'aventures qui vont vous faire sourire et qui vont vous émouvoir également. Eh bien, je vous propose de prendre un billet d'avion pour cette destination. Voilà, il voyagea vers des pays perdus. C'est le dernier roman de Jean-Marie Loire. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt.